De retour à question d'actualité. Après le mouvement MeToo et les différentes manifestations qui ont empêché la tenue de différents événements et représentations, on peut penser à la pièce de théâtre Slave et Kanata par exemple, assistons-nous à la fin de ce phénomène, le phénomène de l'annulation, le fameux cancel culture. Pour en parler, nous recevons Jean-Christophe Jasmin, directeur de la section Québec à l'Institut Cardus. Monsieur Jasmin, bonjour et re-bienvenue à l'émission. Bonjour, Monsieur Labrec. Je remets en contexte, on voulait parler de ceci parce que, récemment, à l'Université Laval, un collectif féministe en mouvement, c'est son nom apparemment, et le regroupement des étudiantes et étudiants en sociologie à l'Université Laval a demandé l'annulation d'une conférence qui est organisée par l'Association du Parti québécois de l'Université Laval qui invitait 3 panélistes, essentiellement Alex Boissonnault, député d'Arthabasca du Parti québécois, Benjamin Tremblay, animateur bien connu en ligne, notamment sur les sujets de géopolitique, et l'auteur Étienne Alexandre Beauregard, qui fait aussi partie de l'Institut Cardus d'ailleurs, comme vous. Et ça a échoué. Donc essentiellement, les demandes ont été, je ne sais pas si on peut dire refusées ou ignorées dans ce cas-ci, mais j'ai envie de dire que là, à peine quelques années, ça aurait fonctionné, on aurait annulé l'événement. Et donc, premièrement, pourquoi est-ce que vous êtes inspiré de cette saga pour parler justement là, du phénomène de l'annulation et peut-être de son inversement en ce moment? Ben, c'est certain que j'ai été plus près et au courant de cette saga-là, mais quand même 2 semaines plus tard aussi, il y a eu l'interview de Paul Saint-Pierre Plamondon à Rebel News, où il y a aussi eu, on dirait, une tentative d'annulation sous forme différente, là, de dire à qui est-ce que les politiciens ont le droit de s'adresser ou non, qui est acceptable dans l'espace public, qui ne l'est pas. Un peu la fonction qu'on appelle en anglais le gatekeeping, là, la personne qui garde la porte d'entrée à l'espace public. Bon, on dirait que ces institutions-là ou ces tentatives-là n'arrivent plus vraiment comme avant à justement contrôler le discours public, le débat public, et ce qui est une bonne chose dans une société libre et démocratique, à mon avis. Mais est-ce que c'est plutôt une anecdote dans le sens où on y voit un inversement d'une tendance qui, à mon avis, était bien réelle. Donc, ce n'était pas une anecdote, toutes ces annulations. Comme je dis, là, je parle du mouvement MeToo, les annulations de pièces de théâtre comme Slave et Kanata. Et il y en a eu, je sais, une série entre tout ça, là, des personnes qui ont été individuellement aussi cancellées, là, qui est un anglicisme absolument atroce, mais annulées, si on peut dire. Banni, j'aime bien la culture du bannissement. Ouais, mais c'est exactement ce que c'est. Oui, je pense que c'est peut-être... Ça nous rappelle à l'ostracisation en Grèce antique. Ben exactement. Et donc, j'ai envie de dire, est-ce que l'événement de l'Université Laval est une anecdote ou est-ce qu'on peut réellement penser, j'allais dire un changement de paradigme, c'est peut-être exagéré, mais de dire que c'est une défaite pour les gens qui étaient derrière et qui sont peut-être encore derrière cette culture du bannissement, justement. C'est sûr que c'est un point de données là, à l'Institut Cardus. Mais on le sent. On sent quelque chose. On le sent dans l'air quasiment là, que ça a changé un peu. Puis souvent dans nos recherches, on fait la distinction entre des données et des anecdotes données, là, anecdata, là, de dire il y a un point anecdotique qui semble refléter des données, mais il faut tout le temps justement utiliser ces données-là comme inspiration pour faire une recherche un peu plus approfondie. C'est certain que de cartographier la fréquence des tentatives d'annulation dans l'espace public, c'est assez complexe là, méthodologiquement. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je veux dire, il y aura tout le temps des gens qui vont s'opposer au discours de l'un et de l'autre. Ce qui a été frappant, c'est quand même la réaction assez franche de la part des médias. Je veux dire, normalement, ce genre d'événement-là reçoit quelques étudiants intéressés aux questions politiques dans un petit local quelconque de l'Université Laval. Cette fois-ci, il aura fait salle comble. Il y aura eu des conversations sur le sujet dans les grands médias, des interviews avant et après. Et on sent qu'il y a eu comme peut-être une écœurantite, là, une prise de position ferme en disant là, c'est pas quelques groupes militants qui vont décider pour tout le monde quelle idée peut être entendue, quelle personne peut être invitée à un panel, surtout quand il y a des accusations là, quand même assez mais qu'est-ce qu'on leur reprochait exactement? Étienne Alexandre Beauregard, Benjamin Tremblay et Alex Bissonneau.
Étienne Alexandre, c'est son association à l'Institut Cardius, un institut de tradition sociale chrétienne, ce qui était suffisant pour qu'on nous appelle un organisme anti-choix, anti-avortement, tout le tralala, là, alors que c'est un sujet qu'on n'étudie pas, qu'on n'est pas concerné par ces enjeux-là. Benjamin Tremblay, si je me souviens bien, ou je ne sais pas si c'est... On l'a accusé d'être extrême droite. D'extrême droite et de parler, je pense aux deux autres, on les accusait de parler de capacité d'accueil. Oui, un nouveau c'est concept. la même chose à leurs yeux. Là. Oui, c'est ça, une capacité d'accueil. Est-ce qu'il y a une... je pense que les deux ne sont pas anti-immigration, genre zéro immigration, mais les deux considèrent qu'il y a une capacité limite d'accueil et qu'il faut être capable d'en discuter. Donc, c'est ce qu'on les accusait. C'est quand même mince, hein, quand ils pensent. C'est un peu ce qui m'a marqué dans l'histoire. C'est que j'avoue que j'ai suivi de façon périphérique au départ, mais après, j'ai regardé un peu plus. Et ce qu'on leur reprochait, parce que bon, je connais les trois personnages de réputation, j'en connais quelques-uns pour les avoir rencontrés aussi, là, de dire que ces gens-là devraient être bannis, ou du moins on devrait les empêcher de parler lors d'une conférence, me semblait... l'adjectif me manque ici, là, mais exagéré, on va dire. Ou du moins complètement loufoque, dans le sens où c'est absolument pas des gens extrêmes dans leurs propos. Ils sont relativement centristes, j'allais dire, sur l'axe gauche-droite, et ont des propos rationnels, posés, qui prennent en considération comment ça va être perçu d'ailleurs. Et si on voulait annuler ces gens-là, je me dis, mais qui peut parler vraiment rendu là? Si même ces gens-là qui sont très modérés ne peuvent, d'après leur contradicteur ici, là, ne peuvent parler, je veux dire, il n'y a plus personne qui peut parler ici. Là. Ouais, c'est là aussi où on se demande si, justement, là, ces tentatives d'annulation-là, est-ce qu'ils sont basées sur une position de bonne foi, là, dans le sens, est-ce que ces personnes-là croient réellement, profondément, que le fascisme et l'extrême droite est à nos portes? Ou est-ce qu'il s'agit d'un genre de jeu de rôle, de live-action role-playing, comme on dirait sur les médias sociaux, où, on s'amuse à prendre une position héroïque dans un univers là, un peu on enfonce des portes Don Quichotte, là. Ben oui, c'est ça, où on combat les moulins là, à quelque part, là, dans le sens pour connaître, moi je connais Étienne Alexandre personnellement, là, pour imaginer que c'est il y a pas plus doux et modéré que cette personne là, pour l'imaginer comme un avatar de l'extrême droite. Il faut vraiment... Ben oui, c'est ça, là. C'est à en rire. C'est risible, il y a quelque chose de risible. Mais j'aimerais quand même recadrer la chose. Là. On rit un peu de la chose avec raison, à mon avis. Il faut rire de ce genre de choses. Mais si on pense à ça, là, je pense dans un cadre, dans un contexte américain, là, que les Américains parlent de culture wars, de guerre culturelle, si je traduis littéralement ici, on n'a pas affaire plutôt à ça, plus qu'à une question de liberté d'expression, parce que là, j'ai parlé de la chose sur le terrain de la liberté d'expression, dans le sens que ces gens-là devraient parler, et donc il n'y a pas de question à se poser, là, qu'ils parlent, peu importe ce qu'ils disent, mais c'est peut-être, c'est toujours le sujet qui revient à l'avant, là, la question de la liberté d'expression. Mais la question réelle est plutôt, on n'est pas dans une guerre culturelle, comme les Américains diraient, qui est bien réelle, à mon avis, entre, et là, je ratisse large et je ratisse très vite, entre la gauche et la droite. Et ça, c'est simplement un champ de bataille parmi tant d'autres. Savoir, est-ce qu'on peut, peu importe la question de la liberté d'expression, annuler ou empêcher certaines personnes de parler, et même les bannir de l'espace public. Et s'ils réussissent, c'est une victoire culturelle et idéologique pour ces gens-là. On n'est pas plutôt dans ce cadre-là, là, la guerre culturelle, pour faire vite? Ouais, ben, il y a cette formule connue, hein, qui dit que la vérité est la première victime de toutes les guerres. Puis, c'est pas Churchill? Quelque part, je sais pas, oui. Moi, je me rappelle plus. Peut-être, mais à quelque part, on dirait que c'est le cas quand on entreprend cette question-là de l'angle de la guerre culturelle. Parce qu'il y a quelque chose... C'est comme si on entre ou on assume être entré pleinement dans l'ère de la post-vérité. Parce que la présupposition de l'importance de la liberté d'expression, c'est que à travers le débat d'idées, à travers un exercice de dialogue qui est sérieux,
une vérité qui est manifeste pour tous va savoir émerger. Hein, où on va pouvoir discerner le vrai du faux, ou au minimum rester indécis. Là. Mais il y a cette idée-là que la vérité émerge du débat, c'est profondément ancré dans notre culture démocratique, dans notre civilisation, mais bon, c'est ça, la guerre culturelle, on plutôt prend pour acquis une anthropologie où l'être humain est un être impressionnable, la vérité, qu'elle soit politique ou spirituelle, lui est fondamentalement inaccessible. Et donc, ayant connu les horreurs du 20e siècle, ben, mieux vaut prévenir que des personnes impressionnables aient accès à des idées qui sont dangereuses, peu importe si elles sont vraies ou fausses. Je pense que c'est là le mode de pensée opératoire ici. Là. On a abandonné cette idée-là qu'à travers le dialogue, ben, la vérité va ressortir. Jean-Christophe Jasmin, directeur de l'Institut Cardus au Québec, j'ai envie de vous dire, la théorie qui dit, comme vous l'avez bien dit justement, que la vérité émerge du débat, j'y crois de moins en moins. Là. Si c'était vrai, elle l'aurait émergé et j'ai l'impression qu'on navigue encore et toujours dans l'obscurité ici. Là. Oui. Je parle au sens large de l'obscurité, dans le sens où j'ai l'impression que des fois les débats divergent. On divague collectivement, j'allais dire plutôt, au sein de différents débats. On est tellement loin de la vérité quand celle-ci, à mes yeux, ici, là, bien sûr, donc subjectivement, me semble évidente. Et pourtant, on s'en éloigne. Plus on débat, plus on s'en éloigne, j'ai l'impression. Moi, je sais pas si je suis un idéaliste là-dessus. J'ai l'impression que, bon, à quelque part, il y a un problème fondamentalement démocratique. C'est qu'au suffrage universel, on a inclus tout le monde, peu importe sa capacité, à l'intérieur de ces débats-là. Puis, je veux dire, au lendemain de la Révolution française, là, quand on a offert le droit de vote à tout le monde, les nouveaux citoyens se demandaient pourquoi est-ce qu'on les embêtait à choisir leurs dirigeants. Là. Il y a comme une capacité à dialoguer, à débattre qui est importante. Puis on dirait, là, je suis d'accord avec vous, là, c'est que on dirait que les gens sont plus manipulables ou c'est plus l'image que la recherche de la vérité qui émerge. De l'autre côté, dans bien des débats, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les gens arrivent avec leurs présupposés philosophiques, idéologiques, puis il y a comme un dialogue de sourds parce que ces présupposés-là, on n'arrive plus à les exposer, on n'arrive plus à en être conscient. Et pour moi, ça, c'est une des marques de la faiblesse du niveau du débat aujourd'hui. J'allais dire une faiblesse du modèle démocratique dans le sens où on s'attend à ce que le peuple, là, ici, hein, entre guillemets, prenne la bonne décision ou que toute décision émanant du peuple soit bonne, quand en fait, j'ai l'impression qu'on atteint un seuil où la démocratie part en couille, si on peut dire, à cause qu'on n'est plus capable d'agir démocratiquement. On n'a peut-être jamais eu les capacités réelles. Il y a peut-être fondamentalement ce problème-là. Bon, c'est mon point de vue personnel ici, là. Mais j'allais vous poser justement la question, Jean-Christophe Jasmin, directeur de la section Québec à l'Institut Cardus. Est-ce qu'il y a des répercussions politiques à tout ça? Là? Il y en a plusieurs qui disent que l'échiquier politique au Québec se droitise. On peut penser à la CAQ, bien sûr, qui est au pouvoir depuis 8 ans, le PCQ qui est en montée, le PQ même qui, j'allais pas dire qui se droitise, mais qui se recentre un peu, et donc clairement un peu moins à gauche qu'il était il n'y a pas si longtemps. Le Parti libéral, du mon point de vue économique, semble se libéraliser, ce qui veut dire se déplacer à droite sur l'axe gauche-droite économique. Et donc, s'il y a vraiment un inversement de cette tendance à l'annulation, au bannissement, est-ce qu'on peut penser que ça reflète, ou du moins que ça influence la politique appliquée? Oui, c'est certain. Je crois qu'on arrive dans une plus grande maturité du nouveau système médiatique électronique. Je reviens souvent à cette approche de Marshall McLuhan, le théoricien canadien des communications, qui disait que au départ, les médias électroniques se calquaient sur les structures centralisatrices des médias imprimés. Hein? Donc, il y a la presse officielle, il y a Radio-Canada, il y a les grandes institutions qui sont justement les gatekeepers, sont les institutions de référence qui décident qu'est-ce qui fait partie du débat acceptable, qu'est-ce qui n'en fait pas partie.
Maintenant, avec la multiplication des espaces, des plateformes de conversation, des plateformes médiatiques décentralisées, puis aussi avec une baisse de crédibilité des anciennes institutions, les gens, en tout cas, plusieurs sondages montrent que les gens ont moins confiance non seulement dans l'Église, mais dans l'université, dans les scientifiques, dans les experts. Je pense que l'armée est la seule, aux États-Unis en tout cas, la seule institution qui a su garder un certain niveau de crédibilité, étrangement d'ailleurs. Donc, oui, c'est ça. Il y a une multiplication des points de vue politiques qui sont exposés. Moi, je le remarque régulièrement quand je discute avec des gens, par exemple, de la génération de mes parents, pour qui la consommation médiatique est principalement la version électronique des médias avec lesquels ils ont grandi. Et des gens de mon âge et moins, là, dans la quarantaine, où à peu près personne écoute le téléjournal de 18 heures ou s'informe, là, ou en tout cas considère l'actualité ou la presse ou Radio-Canada comme une source d'information qui serait officielle, neutre et non biaisée. Oui, tout à fait. Je vais jouer le rôle de l'avocat du diable ici. Là, la culture du bannissement a-t-elle été à certains égards un mécanisme utile, notamment pour donner une voix à des groupes qu'on dirait marginalisés? Est-ce qu'il y a un côté bénéfique à cette culture du bannissement, ou du moins cette culture qui voulait, j'allais dire, bannir certaines pensées, certaines façons de dire les choses sur la place publique, justement parce que les gens payaient le prix quelque part, les groupes qu'on dit marginalisés, là, mais différents pans de la société qui pouvaient réellement en faire les frais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté bénéfique à tout ça? Ben, je pense qu'il y a deux côtés, un côté maléfique et bénéfique. D'un côté, la culture du bannissement ne fonctionne, ou en tout cas la censure ne fonctionne jamais vraiment à long terme. Là. L'information est liquide, puis elle va passer entre les fissures, entre les cracks, que ce soit l'Église qui mettait des livres à l'index. Je veux dire, en les mettant à l'index, elle attirait l'attention sur certains ouvrages qui auraient sombré dans l'oubli autrement. De l'autre côté, je pense que la manière où la culture du bannissement fonctionne encore, puis là c'est plus difficile à mesurer, c'est que d'autres groupes, maintenant qui ont vu qu'est-ce qui s'est passé à l'Université Laval, ou peut-être que d'autres politiciens qui ont vu ce qui s'est passé avec Paul Saint-Pierre Plamondon, sans prendre position en faveur de la diversité d'opinion, de la diversité des médias ou quoi que ce soit, vont se ranger, puis vont éviter de passer à travers le même genre de controverse. Là. Fait que la formule d'intimidation, pour moi, est étymologiquement vraie. Là. On rend les gens timides en mettant en exemple certaines personnes, en tentant de les annuler. Donc, même si l'annulation n'a pas fonctionné comme telle, elle peut avoir un effet intimidateur néanmoins. Qui mène à l'autocensure. Jean-Christophe Jasmin, directeur de la section Québec à l'Institut Cardus. Il nous reste 1 minute. Je vais poser une question. La dernière ici, là, peut-être un peu piège. Est-ce qu'il devrait y avoir des limites à la liberté d'expression? Et là, je pense ici au blasphème, notamment. Est-ce qu'il y a donc des limites à la liberté d'expression? Ben, il semble y en avoir. Je veux dire, moi, l'idée de... apparemment, on a enlevé le blasphème du code criminel assez récemment, hein, dans les années 2000, mais encore aujourd'hui, il y a certaines choses qui ne peuvent être dites publiquement, qui ne peuvent être pensées, qui sont contre le dogme de l'idéologie dominante. À quelque part, c'est normal aussi. Je pense que c'est normal. Dans toute société où il y a des choses qui sont sacrées, il va y avoir des conséquences quand on désacralise ce genre de choses-là. Maintenant, de donner ce pouvoir-là à l'État, c'est là où j'ai des hésitations. Jean-Christophe Jasmin, directeur pour le Québec à l'Institut Cardus, un grand merci. Merci beaucoup. Tous ceux qui nous écoutent, merci également à la technique Daniel Fortin. On vous rappelle que l'émission est en rediffusion à 17h du lundi au jeudi et on vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne journée.